Parlez-vous le politique, donc on est en plein dans l'actualité, puisque on parle beaucoup de politique, mais sait-on vraiment parler le politique? Donc là, c'est votre petit manuel, c'est le petit nul pour les gens qui veulent apprendre le politique que vous nous donnez, et c'est, j'allais dire, sans vous vexer, c'est un peu à travers des brèves de comptoir, presque, que vous nous invitez à découvrir les dessous du parler politique. Voilà, vous ne nous vexez pas du tout, parce qu'en fin de compte, ce que nous avons voulu faire, c'est décrypter le politique, non pas tel qu'on le parle. Vous entendez bien, ça va? Tout à fait. Non pas tel qu'on le parle, mais tel qu'on l'entend. On s'est donc intéressé principalement à ce qui est on, c'est-à-dire ce que le grand public peut entendre tous les jours à la radio, à la télévision ou lire dans les journaux. Et on a essayé d'analyser juste la façon dont les politiques s'expriment à travers leur vocabulaire, à travers leurs expressions favorites, mais aussi à travers leur mécanique de raisonnement et de manipulation finalement de la langue française. Voilà. Alors quand je disais qu'il y a bref de comptoir, mais il y a aussi un esprit petit journal. Oui, alors il y a un esprit petit journal parce que ce qui nous a frappé, outre l'uniformisation du parler politique, c'est que les politiques sont drôles parfois sans le savoir. Alors on n'a pas voulu s'en tenir évidemment ni à l'anecdotique, ni à l'almanach Vermont, mais les politiques justement par leur type de langage, à travers aussi les métaphores qu'ils emploient, à travers les figures de style auxquelles ils ont recours, finissent par être assez comiques, parce que quand on prend la peine de les écouter, on arrive à repérer justement des facilités de langage qui finissent par être drôles, parce qu'on s'aperçoit qu'ils sont extrêmement prévisibles. Donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ces formules qui, parfois, avec humour, on s'y intéressait de façon moqueuse, délibérément moqueuse, qu'on assume, non pas justement pour être ce qui nous distingue du petit journal, c'est que le petit journal est entièrement construit pour rire uniquement des politiques et ne retient donc que ce qui prête à rire. Nous, en fin de compte, on a un commentaire ironique sur ce que font les politiques, mais on a organisé notre ouvrage de façon vraiment à disséquer la méthode de langue du politique, parce qu'il y a vraiment un parler politique qui répond à un certain nombre de définitions très précises. C'est un recueil de phrases, avec quelques commentaires qui sont parfois très, très acides, oui, qui sont pas, voilà, qui sont vraiment parfois même à la limite de la destruction. C'est-à-dire, moi, je suis un homme politique, je lirai les commentaires, j'arrêterai de faire j'arrêterai de dire de la politique. Alors, il y a une phrase qui est très jolie, qui commence, et par lequel c'est parmi les premières que vous citez, et qui est très belle. C'est celle de Martine Aubry, qui dit, dans un de ses discours, comme disait ma grand-mère, quand il y a du flou, il y a du loup. Alors, j'ai l'impression que ça résume un petit peu ce langage, le politique, parce que plus c'est flou, et plus on se dit, oh là là, ou bien ils ont raison, ou bien qu'est-ce qui nous cache là-dessous? Alors, il y a deux choses. Ce qui caractérise vraiment très fortement le discours politique, c'est la stratégie d'évitement, la dissimulation, l'enfumage généralisé. Alors, on a coutume, c'est pas nouveau que les hommes politiques fassent ça. En revanche, ce qui est nouveau et ce qui est intéressant à étudier, c'est la façon dont ils le font et surtout le côté systématique de l'affaire. Vous allez entendre, et là on est complètement dans l'actualité de cette campagne, écoutez bien les politiques en ce moment, il ne se passe pas une journée sans qu'ils vous expliquent que cette campagne 2012 sera la campagne de la vérité. On va parler vrai et nous sommes obligés... La transparence. Voilà, nous sommes obligés, disent-ils, avec la crise, les Français attendent de nous que nous leur disions la vérité. Tous disent ça, que ce soit Nicolas Sarkozy, François Hollande, François Bayrou qui s'est présenté comme le candidat de la vérité, Marine Le Pen, tous sont sur ce discours. Or, nous, ce qui nous a intéressé, c'est de voir qu'à travers cette revendication du parler vrai, c'est un parler faux qui se met en place, mais un parler faux, c'est-à-dire qu'on met en place un parler faux qui doit avoir l'air vrai. Donc, c'est une fausse transparence, c'est une fausse connivence avec le grand public, qui participe finalement à une entreprise généralisée de dissimulation justement de la vérité proprement dite dont on aurait besoin. C'est valable, on le voit en ce moment pour l'emploi, c'est sur le thème de l'emploi, c'est valable sur le thème de l'effort, c'est valable sur le thème du nucléaire,
puisqu'on était hier, le président de la République était hier à Fessenheim. Dans tous les domaines, vous remarquerez que le langage politique contourne systématiquement la vérité. Et nous, ce qu'on a voulu mettre en évidence dans le livre, à travers effectivement des citations et des clins d'œil, c'est de montrer simplement par l'exemple comment ils s'y prennent. Et le livre n'est pas moraliste au sens du terme. Simplement, ce qu'on a voulu faire, c'est pouvoir donner des clés pour le citoyen et pour le lecteur, pour qu'il ne soit pas dupe de ce qu'on lui sert, de ce théâtre qu'on lui propose. Alors, ça veut dire que lorsqu'on aura lu votre livre, ce que je recommande à tout le monde, est-ce que tous les Français devraient acheter, ce qui ferait quand même un certain nombre, pour y battre tous les records de vente de livres, est-ce que lorsque l'on aura lu Parlez-vous le politique, on saura parler le politique et est-ce qu'on comprendra mieux le politique? Oui, je crois, parce que bon, le livre est sorti il y a quelques semaines, et le retour des lecteurs qu'on a, y compris des hommes politiques, qui s'amusent en le lisant, en le feuilletant, c'est qu'ils disent maintenant on ne peut plus regarder une émission politique à la télé quand on a lu votre livre, parce que on s'amuse à l'avance, parce qu'on sait que les répliques vont être prévisibles. Alors allez, ça nous intéresse de voir ça, parce que si les hommes politiques prenaient conscience de ça, à quel point ils sont devenus prévisibles, je crois qu'ils élèveraient le niveau du discours politique, qui a beaucoup baissé, hein, parce qu'au travers ce livre, on a voulu aussi critiquer l'appauvrissement continu du discours politique, et à travers cet appauvrissement continu du discours politique, il y a un appauvrissement du débat. Or, on n'a jamais eu autant besoin, dans une période comme la nôtre, qui est une période de mutation très très importante, où on a besoin non seulement de se parler franchement, mais de comprendre et d'échanger entre les élites et les citoyens de façon très transparente et très spontanée. On n'a jamais eu besoin d'un discours politique de qualité, et il n'a jamais été aussi schématique et aussi pauvre. Et c'est ce livre-là, en fin de compte, on veut par le rire, par l'ironie, et surtout en mettant les politiques en face de ce qu'ils disent, parce que souvent, ils sont à l'oral, souvent, les politiques, donc ils ne prennent pas conscience, on leur met jamais tellement sous le nez leurs citations. Alors nous, ce qu'on a fait, comme on a écouté pendant un an toutes les radios, regardé toutes les émissions de télé, c'est vraiment un travail artisanal. Donc à chaque fois, on avait notre carnet, on a fait ça vraiment à l'ancienne, hein, avec un carnet de notes, on a noté des citations, et quelquefois on riait, parce que d'un jour à l'autre, on retrouvait les mêmes types de langage, et quand on leur met sous le nez, ils rient eux-mêmes. Et ceux qui ont de l'humour reconnaissent qu'effectivement, c'est pas très brillant et qu'il faut élever le niveau. L'autre chose aussi l'autre constat qu'on a pu faire, et qui est assez inquiétant d'un point de vue démocratique, c'est qu'il y a un nivellement du discours politique. C'est-à-dire qu'il y a encore une dizaine ou une quinzaine d'années, quand vous aviez un communiste qui s'exprimait, au bout de 5-6 secondes, on pouvait l'identifier. C'est-à-dire qu'il avait vraiment une forme de langage, une forme d'expression, et des thématiques qui étaient immédiatement reconnaissables. Même chose pour à l'époque un RPR ou un UDF ou quelqu'un du PS. Maintenant, ils s'expriment tous de la même façon. C'est-à-dire qu'ils recourent, les communicants sont passés par là, ont vampirisé complètement le langage des politiques, et ils s'expriment vraiment, ils recourent tous aux mêmes figures de style, aux mêmes métaphores, aux mêmes euphémismes, ce qui fait que le citoyen finalement a une offre politique qui est considérablement dévaluée. Et quand on met ça en parallèle avec les enquêtes d'opinion, on comprend pourquoi le fossé entre les citoyens et les politiques s'est creusé, simplement parce que les politiques n'arrivent plus à accrocher l'attention des citoyens, ou même à être compris des citoyens. Et ça, c'est vraiment ce qui était l'idée de départ du livre, qui était couplé à quelque chose de plus anecdotique. C'est que, avec l'autre co-auteur avec qui je suis marié depuis une vingtaine d'années, qui est également journaliste dans un autre domaine que le mien, nous avons un fils de 17 ans donc, qui a passé son bac français l'an dernier, et en l'aidant à réviser, on s'est aperçu finalement de l'écart qu'il y avait entre, d'une part, le français tel qu'on essayait de l'enseigner à des jeunes aujourd'hui, et la désinvolture avec laquelle les hommes politiques le manipulent,
Et ça nous a amusés. Et en étudiant les figures de style, qu'on étudie maintenant, donc avant le bac français, on s'est replongé dans les délices des anaphores, de la litote. Et finalement, on s'est aperçu que les hommes politiques jouent énormément avec les figures de style, mais malheureusement pour nous, c'est vraiment... ils piochent dans le catalogue bas de gamme, quoi. Pour le petit tigre. Alors, est-ce que cette dégradation du parler politique est à mettre en parallèle avec la dégradation de la politique et du débat politique? Et de quand date justement cette dégradation? Alors, il y a eu plusieurs étapes. C'est-à-dire que les politiques n'ont jamais... le parler politique a toujours été un parler particulier. Il y a eu jusque, finalement, à la fin des années 70, un parler politique qui était très institutionnel, celui-là même dont on parlait à l'instant, que raillait Coluche au milieu des années 70. C'était un parler très très cadenassé, mais il avait une contrepartie qui était intéressante, c'est qu'il avait un aspect littéraire. À l'Assemblée, on avait des discours qui étaient très construits, qui n'hésitaient pas à se livrer à une certaine gratuité du verbe, qui continuait d'exister. Il y avait encore de grands discours à l'Assemblée. Des gens comme Mitterrand étaient en tribune, parlaient un français extrêmement châtié. Ensuite, à la fin des années 70 déjà, même s'il il n'était encore qu'un homme politique en devenir, déjà des gens comme Philippe Séguin parlaient très très bien. Il y avait toute une éloquence à l'Assemblée nationale qui était... Malraux, qui était dans les années 60, il y avait Malraux. Donc en fin de compte, l'ennui du parler institutionnel était compensé par une réelle ambition littéraire des politiques. Donc ça s'est dégradé, et surtout, il y a eu l'arrivée au début des années 80 des communicants. C'est Séguéla qui est rentré dans la campagne de Mitterrand en 1981, et à partir de ce moment-là, il a été le premier. On a commencé à avoir des formules qui cherchaient à vendre les politiques un peu comme un produit, et le verre était dans le fruit en quelque sorte. D'un certain côté, ça a décoincé la politique, ce dont on a pu se féliciter. Souvenez-vous, c'était Mourouzi qui recevait Mitterrand assis sur un coin de table. On a essayé quand même de sortir la politique de son carcan. Mais le prix à payer a été très très cher, c'est-à-dire que le discours politique s'est livré pieds et poings liés aux règles de séduction du marketing politique. Et à partir de ce moment-là, il ne s'agissait plus, comme jadis pour les hommes politiques de l'ancienne génération, de séduire, de convaincre, d'éblouir, d'emmener finalement les lecteurs ou le citoyen dans un tourbillon du verbe, ce qui avait tout de même un certain panache. Il ne s'agissait plus de ça, il s'agissait beaucoup plus, et petit à petit ça s'est aggravé, il s'agissait de le manipuler de façon à le faire penser dans une direction donnée au départ. Donc là, en quelque sorte, le parler politique est devenu conditionné par des règles qui n'étaient plus nobles du tout. Alors que avec l'avantage avec le parler institutionnel, c'est qu'on n'en attendait rien. Il n'était pas trompeur, il était terriblement ennuyeux, il était terriblement canassé, mais au moins il n'était pas trompeur. Alors que maintenant, il y a quand même une tromperie permanente sur la marchandise qui donne justement, qui ouvre grand les portes au discours de contestation populiste qui est tenu par notamment les personnalités d'extrême droite qui ont beau jeu de dire, voyez, les politiques de toute façon cherchent à vous enfumer, ne croyez pas les politiques, et de là on dérive vers le tous pourri. Et ce livre-là, le livre que nous avons écrit est le contraire d'un livre populiste, mais c'est un livre qui quand même, très modestement, parce que maintenant il faut se contenter de petits tirages, n'est-ce pas, et de ventes modestes, mais en tout cas, dans son intention, ce livre avait l'intention de réveiller les politiques. C'est-à-dire, attention, si vous continuez sur cette pente, vous allez justifier toutes les critiques populistes qui sont faites à votre égard, parce que vous devenez pauvre, terne, et vous donnez prise finalement à tous les reproches d'enfumage généralisé qui vous est fait en permanence. Mais le fait qu'on ait ce langage, ce politique affaibli, est-ce que ça ne correspond pas aussi à un besoin du public qui aime
des formules toutes faites, qui aiment, enfin, qui aiment les sentences, vous voyez. Alors, pas de bras, pas de chocolat, par exemple, c'est quelque chose qui circule, c'est des phrases chocs. Et c'est surtout, plus que ça, c'est conditionné par les médias. Oui. C'est-à-dire que maintenant, les médias ont regardé à la télévision, il faut qu'on tienne en 10 secondes, 15 secondes. Donc ils prennent des phrases chocs. Sinon, on rentre dans un tunnel. Donc en fin de compte, les politiques, ils se sont adaptés aux contraintes médiatiques, et les journalistes politiques sont les premiers, dès qu'ils commencent à développer, à leur faire ça. Bon, moi je suis journaliste politique aussi, donc je sais que quand j'ai en face de moi un politique, et que je vois qu'il commence à partir d'une démonstration un peu longue, je sais très bien qu'il faut qu'il soit plus court. Donc ils ont adapté, ils savent très bien que pour être percutant, il va falloir faire court, il va falloir faire concis, et il va falloir faire dans la matière et lourde, choc. Ce qui fait que petit à petit, ils n'ont pas su trouver, et bon, ça c'est la responsabilité des médias politiques en général, et des médias télévisuels en particulier. Là où les politiques sont responsables, c'est qu'ils se sont soumis à ces nouvelles règles, et à aucun moment ils n'ont tenté d'y résister. À aucun moment ils n'ont eu l'ambition intellectuelle de ne pas se laisser emporter par cette dérive-là. Et donc ils ne l'ont pas contesté. Ils n'ont pas suffisamment travaillé aussi, parce que c'est du travail de s'exprimer, c'est difficile de s'exprimer, c'est ce que on ne jette pas la pierre aux politiques. C'est difficile de répondre à une question, en plus quand on sait que les médias vont vous tacler si vous commettez la moindre imprécision. Donc ça a amené les politiques finalement très prudemment à se cantonner dans un discours très prudent, très politiquement correct, et à partir de ce moment-là, d'étape en étape, on en arrive à voir des hommes politiques qui sont bac plus 6, bac plus 7, quelquefois qui sont agrégés de lettres, qui en arrivent à des formules qui sont dignes, qui sont même pas dignes d'un lycéen, qu'un professeur de français en première ou un professeur de philo en terminale n'accepterait pas de ces élèves. N'accepterait pas parce qu'il dirait que tu peux pas écrire ça, c'est vraiment trop faible. Mais on en est arrivé là. Mais est-ce que justement cette platitude n'est pas un savoir-faire? Alors c'est un savoir-faire que, on décortique ça justement, c'est un des chapitres du livre, c'est-à-dire qu'il faut faire, aujourd'hui le discours politique est un discours qui expose le politique à la critique, et qui est un discours qui est forcément, s'il est vrai, risque fort d'être impopulaire. C'est-à-dire que le politique est dans une situation où il est contraint de dire des choses qui sont désagréables. Et comme il n'a pas envie, le politique, il n'est pas masochiste de tempérament, il n'a pas du tout envie de dire des choses désagréables, contrairement à ce qu'il prétend. L'homme politique va vous dire, vous expliquez qu'il est courageux, hein, ça c'est aussi l'un des adjectifs qui va revenir tout au long de cette campagne, je suis courageux. En fin de compte, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas du tout. Et qu'est-ce que c'est l'antidote de ce discours courageux, de cet introuvable discours courageux? C'est la platitude, puisque la platitude, on peut repeindre en pastel tout ce qui serait en couleur violente, on repeint tout ça en pastel. Donc c'est finalement un discours extrêmement impressionniste, où pour éviter de dire les choses telles qu'elles sont, et pour éviter de les dire noir sur blanc, eh bien on fait du flouté en permanence. Du David Hamilton, pour les gens qui ont encore en mémoire les modes des années 80, c'est-à-dire qu'on discerne pas bien les contours, mais de loin ça a l'air pas mal. Donc ça c'est terrible, quoi. Et quand on arrive à le problème de ce genre de discours, c'est quand on arrive à un moment au grand rendez-vous démocratique, où le citoyen doit se déterminer par rapport, en fonction, excusez-moi, de prises de position qui sont, elles, contrastées, et bien il ne s'y retrouve plus. C'est-à-dire qu'il ne comprend plus. Il ne comprend plus où sont les frontières, parce que ces frontières, elles ont été savamment gommées au fusain, ou estompées au fusain, et au bout du compte, vous avez un recul démocratique, parce qu'on est perdu dans un espace complètement lénifiant, une troisième dimension complètement lénifiante, où plus rien ne ressemble à rien, où vous avez des hommes politiques qui, en dehors des invectives qu'on peut écrire à l'avance, qu'on peut deviner à l'avance, ils n'inventent plus rien. Le discours politique n'invente plus rien. Donc je fais appel parce que souvent parmi les politiques, je me refuse à faire de l'anti-parlementarisme primaire. Les politiques, souvent, quand nous on les voit en privé, ils sont drôles, ils ont souvent de l'esprit, ils sont intelligents. S'ils sont arrivés là, c'est pas par hasard.
c'est des gens qui sont très très conscients quelquefois des limites de leur action, de leurs difficultés, mais dès qu'ils passent en mode on, là il n'y a plus personne. Quelquefois c'est très spectaculaire. Hein, vous êtes avec un homme politique, vous déjeunez avec lui avant une conférence de presse, donc en off. Là il va être très marrant, très drôle, très direct, et dès qu'il est devant des micros et des caméras, vous ne retrouvez plus ce qu'il a dit. Il va être beaucoup moins direct. Prenez un exemple récent, le dérapage plus ou moins contrôlé et plus ou moins souhaité de Claude Guéant sur la civilisation. Au sein du gouvernement, il y a au moins, les intellectuels qui sont au gouvernement ont tous sursauté. Parce qu'effectivement, vouloir hiérarchiser des civilisations, c'est intellectuellement inepte. Des gens comme des intellectuels comme Alain Juppé ou Bruno Le Maire, qui sont des gens qui sont de vrais littéraires, qui savent donc la valeur des mots, ont évidemment sursauté quand ils ont entendu ça. Mais le fait de vouloir justement émousser toute opposition et toute contestation du discours d'un collègue du gouvernement les amène à dire une chose et son contraire, et finalement on n'a pas de discours sain. Alors que tout en étant solidairement, parce que c'est important en même temps la solidarité gouvernementale, c'est une autre valeur de la République qui à mon avis a encore son sens. C'est bien d'être solidaire d'un collègue ministre, mais on peut l'être quand même en affirmant bien ces différences. Et ils ont beaucoup de mal à le faire. Bruno Le Maire par exemple, il l'a fait avec moi dans les DNA il y a 2 jours. Il m'a dit effectivement la civilisation, on peut pas comparer en valeur les civilisations, ça ne se fait pas. Mais il l'a fait parce que c'était dans le DNA. Non pas que les DNA soient un quotidien déprécié, mais c'était en région. Il ne l'aurait peut-être pas dit de la même façon devant une caméra de télévision aux 20h, par exemple. Alors, justement, sur la platitude, je disais tout à l'heure que votre livre est un recueil, mais c'est plus que ça. Vous allez très loin, d'ailleurs, je ne sais pas si vous n'êtes pas en train de vous griller dans le monde politique. Mais je vous dirais, hélas non. Ce qui est tragique avec les hommes politiques, c'est que ça les fait rire, mais pas plus. Si vous me permettez une petite incidente, c'est que le problème des politiques, c'est que c'est très difficile de parler, je me mets à leur place, ils font un boulot très difficile, on leur demande de réagir à tort et à travers tout le temps, on n'a pas tous, vous et moi, même si on est spécialiste de notre domaine, on ne va pas forcément avoir la formule tout de suite parce qu'on peut être fatigué, l'actualité va très vite. Mais là où ils sont, donc on ne peut pas reprocher ça aux politiques de parfois être mauvais, etc. Là où on peut leur faire un reproche, c'est qu'ils acceptent de parler systématiquement, alors qu'ils pourraient dire simplement, ben non, je préfère pas m'exprimer là-dessus aujourd'hui, ou avouer simplement qu'ils n'ont peut-être pas d'opinion encore bien formulée, bon, personne ne leur en voudrait. Mais comme ils veulent être toujours sur le devant de la scène, et c'est là où on a la perversion du système médiatique et du système des communicants, c'est que de toute façon, même si on n'a rien à dire, il faut quand même parler. Et le problème, c'est que quelquefois on a des ministres qui sont invités dans une émission de radio, ils savent qu'ils vont se faire étrier. Ils savent, par exemple, le matin, que Jean-Michel Apathy sur RTL ou Patrick Cohen sur France Inter, ils savent qu'ils vont être coincés, qu'ils vont passer un sale quart d'heure. Mais ils y vont quand même. Ils y vont quand même parce qu'ils savent en même temps, il faut qu'ils soient présents et en même temps, il faut qu'ils livrent leur discours promotionnel. Donc ils y vont. Et vous allez voir pendant 10 minutes ce jeu, si vous écoutez bien, c'est un jeu de chat et il joue au chat et à la souris en permanence. C'est-à-dire que l'homme politique sait très bien qu'on va lui poser une question désagréable. Ici est préparé, il allume un contre-feu et il développe une formule complètement lénifiante où il ne va avoir de cesse que de délayer, que de noyer le poisson. Donc, ce qui explique finalement que le poison de la communication a complètement affadi aussi le discours politique. Voilà, donc je voulais dire un petit peu votre pic, hein, parce que lorsqu'on parle de la platitude donc, comme savoir-faire, vous dites à un moment donné, enfin vous dites les deux, hein, vous assumez les deux. Oui. Elle aurait bien voulu être la co-auteur, mais... Du creux, c'est plus une élection, c'est le concours entre champions de l'enfilage de perles qui rivalisent d'énergie pour composer des colliers de délicieuses platitudes. Plus elles sont inoffensives, plus elles sont inutiles et plus elles ont de la valeur. Voilà, vous allez vous faire des amis. Oui, mais à la limite, quand
quand on leur dit ça, ça ne les choque pas vraiment. Et j'ai retrouvé l'idée, parce que j'avais perdu un chemin à mon livre, un mauvais homme politique. En fin de compte, quand on leur reproche, quand on se moque d'eux, ça ne les dérange pas. C'est-à-dire qu'on est arrivé au stade ultime. C'est-à-dire qu'ils aiment tellement être médiatisés que bon, les guignols, bon, quand ils sont sur un plateau, ils disent ah oui, ma marionnette des guignols, elle me fait rire. Alors que, bon, il n'y en a qu'un seul qui n'a jamais, Bayrou, pour en avoir parlé avec lui plusieurs fois, avant qu'il n'en parle publiquement, il m'avait dit, depuis il l'a répété beaucoup, hein, mais la première fois il m'avait dit, il se trouve que je le connais bien depuis longtemps, je le connais depuis le temps où il n'était pas encore en politique, il était simple prof à Pau, donc ça remonte à on faisait de la montagne ensemble, mais de façon tout à fait fortuite. Il me disait, la première fois j'ai failli me suicider, c'est-à-dire que j'avais jamais vu les guignols, ce qui était une faute d'ailleurs, un homme politique, et ça date de 2000, et c'est pas si vieux, ça doit dater de 2003-2004. J'avais jamais vu les guignols, et je me suis fait amener toutes les séries de cassettes d'enregistrement des guignols. Il m'a dit, j'ai regardé ça en continu pendant 3 heures, où il n'y avait qu'une sélection des guignols où il était présent. Et il m'a dit, c'était insupportable pour moi de voir ce type niais qui ne comprenait rien à rien, bon, qui était parfaitement stupide, bon, et c'était moi. C'était en tout cas une des images qu'on projetait de moi, mais j'ai trouvé ça totalement insupportable. Et c'était à peu près le seul à avouer ça. Après, mais il y a beaucoup d'hommes politiques, même quand on les moque en public, ils ricanent. Bon, ils ricanent alors qu'on serait à leur place. Franchement, c'est une chose d'avoir de l'autodérision, et souvent ils n'en ont pas au moment où il faudrait en avoir, et c'est une autre chose d'avoir justement un peu d'esprit et un peu de dignité pour contre-attaquer quand de toute façon une caricature est excessive. Mais ils n'arrivent jamais à trouver la bonne mesure, ce qui fait que quand on se moque d'eux, pour répondre directement à votre question, moi je préférerais quelquefois qu'ils soient furibards, qu'ils disent, à la limite, ayons du panache, qu'ils arrivent, qu'ils déchirent le livre et disent bon, votre truc c'est un tapis de conneries, excusez-moi de parler trivialement, vous avez été totalement injuste, vous-même, je ne sais pas, on pourrait tout dire, vous-même, on pourrait me dire, on pourrait nous dire, vous manipulez, c'est une manipulation grossière, vous avez choisi des extraits qui servent vos théories, ce qui est intellectuellement inepte, mais rien, non, et j'ai été sur un plateau, sur FR3, un plateau de télé l'autre jour, et il y avait 2-3 hommes politiques qui étaient là, ils riaient, ils disaient ah oui, ça c'est bien Borloo, c'est bien Jean-Louis, là, parce qu'on est très de Borloo. Ce Borloo là-dedans est quand même, écoutez, oui. Pour vous amuser, il faut quand même écouter Borloo. Malheureusement, il a disparu de la scène quelque temps, mais il va réapparaître. Borloo, il est formidable. C'est tout le temps des métaphores, il part dans des trucs faussement. Alors c'est faussement littéraire, c'est parfois, mais raisonnablement. Dans l'ensemble, on a été assez juste pour ça. En fin de compte, ils sont 160 répertoriés dans le livre, donc on touche à peu près tous ceux qui sont vraiment... Ça fait déjà 160 livres de vendus, parce que je pense que tous ceux qui sont cités ont acheté le livre. Je n'ose l'espérer, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que dans ma campagne, puisque je vais faire comme les politiques sont devenus des champions de l'autopromotion. Ah oui, vous allez sur Twitter, etc., vous voyez, ils écrivent, d'ailleurs on en parle un petit peu dans le livre, c'est une prose merveilleuse. Et ils sont là, je prends le métro pour aller parler du froid à Marmande. Bon, alors on sait tout de leur emploi du temps, de leur agenda, quelquefois avec des détails qui sont croustillants, que personne ne leur demande. Genre, bon, mon pédalier a déraillé, c'est bien dommage pour faire la promotion du vélo aujourd'hui à Mulhouse. Bon, on trouve ce genre de choses. Jacques Prévert s'amuserait énormément des hommes politiques aujourd'hui. Bon, il y a de quoi faire. On a de quoi prolonger, on a continué d'ailleurs à chaque fois. Les dernières émissions étaient très drôles, y compris, soyons, on doit respecter le président de la République par correction républicaine, mais quelquefois regarder le président de la République avec Obama, et récemment qui nous dit entre la France et les États-Unis, nous avons beaucoup de choses en commun, l'Atlantique.
Évidemment, c'est une nouveauté que l'Atlantique soit en commun avec... Alors, et c'est des choses comme ça qui finissent par nous échapper. Et comme nous, effectivement, on traquait, il faut bien le dire, systématiquement le dérapage ou les choses drôles, on s'est aperçu finalement qu'on n'avait pas d'effort à faire. Quelquefois, la plume n'allait pas assez vite. C'est-à-dire que le matin, c'était un vrai festival. C'est-à-dire que quand on écoute entre 8h15, la séquence des politiques, hein, entre 8h15 et 8h45, on a là une demi-heure de parler politique qui est, bon, si on veut s'exercer vraiment encore en un mois de pratique continue, on est au point pour la campagne et on arrive à bien... Bon, à tenir la distance, parce que ça va être long, etc. Donc autant s'amuser un petit peu, parce que ça va être extrêmement répétitif, ça va être extrêmement caricatural, ça va être extrêmement schématique, hein, tout ce qui caractérise le discours politique. Hein. Donc autant s'amuser à reconnaître, à décrypter, et en même temps ça aiguise un petit peu l'esprit, et ça permet aussi de discerner à travers ça quand même l'essentiel. Et surtout, ça permet aussi de les juger. Non pas que les citoyens doivent être des juges de leurs élites politiques, parce que ça ne serait pas sain non plus, mais ça doit aiguiser la conscience politique. C'est-à-dire que quelquefois, au milieu de tout ça, il y a une phrase qui va être authentique. Il y a l'homme politique tout d'un coup va se mettre à nu au moment où on s'y attend le moins, et va livrer ce qu'il a vraiment au fond de lui-même. Et si on a réussi, avec ce livre, à éliminer tout ce qui est bricolé, tout ce qui est trafiqué, on aura l'oreille suffisamment attentive pour capter ce qui est important. Et donc, on sera plus libre de juger. Et finalement, l'exercice citoyen, c'est d'avoir la liberté intellectuelle suffisante pour juger au-delà des phrases toutes faites et au-delà des conventions de pensée et au-delà des conformismes intellectuels. Sachant que c'est une source tellement intéressante qu'on devrait avoir un volume 2, 3 et 4. Oui, on a été tenté, mais c'est quand même assez astreignant. Et pour arriver à le faire, en fin de compte, là, c'est pour rentrer plus dans la cuisine du livre, pour arriver à le faire, finalement, on avait à peu près 10 à 20 fois la matière qui reste dans le... C'est-à-dire qu'on a gardé un dixième, j'ai pas calculé, mais en tout cas moins d'un dixième de ce qu'on avait déjà sélectionné, parce qu'on avait à l'écoute, on notait pas tout, quelque chose qui n'était pas intéressant, qui était moyen, on n'était même pas. On avait gardé que ce qui était significatif. Mais effectivement, il y aurait beaucoup de choses à faire, mais pour arriver justement à classer les choses et à discerner à travers tout ce fatras de formules quand même qui sont souvent hasardeuses, à discerner vraiment une méthode d'observation du langage politique, il faut, comme pour le piano ou comme une langue étrangère, une pratique quotidienne. Et donc là, on a dételé quand même, on continue à être attentif pendant la campagne, mais un peu moins qu'on l'a été pendant tous ces mois. Et du coup, comme pour tout ouvrage, même quand on recueille des citations, il faut du travail rigoureux. Et donc, mais on pourra le faire. Il y a d'autres champs qui peuvent être intéressants, qu'on a moins explorés. Ça, c'est uniquement s'il y en a parmi nous des experts un petit peu en sémantique. Après, il y a vraiment des explorations qui seraient plus intéressantes à faire sur des thèmes précis, par exemple sur des thèmes de société. Ce serait intéressant de voir, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment de tout ce qui concerne le mariage. On a écrit avec Pascal Battier un gros livre chez Plomb il y a une dizaine d'années qui cherchait à faire un état des lieux du mariage dans les années 2000. Là, ça revient, la question du mariage homosexuel va être un thème de campagne assez important. Et ce serait intéressant de voir justement comment les politiques arrivent à gérer leurs contradictions sur des thèmes qui sont dérangeants et dont ils savent et qui sont extrêmement sensibles dans la société, et de voir finalement comment ils arrivent à ne pas traiter le sujet. Et c'est d'ailleurs par extension une observation qu'on peut tirer de notre livre, c'est que les vrais sujets ne sont pas traités. Regardez le début de cette campagne électorale. On est dans l'évitement permanent. C'est-à-dire plutôt que d'éviter des vrais sujets, sur la question de l'immigration par exemple. La vraie question, au-delà de l'immigration, c'est la question du métissage de l'identité française, comment on l'accepte, comment on la vit, quelles sont les contradictions, toutes les contradictions qu'il faut accepter et qu'il faut arriver à gérer,
Ça, on ne met pas entre les mains des Français les éléments intellectuels pour juger de ces questions-là. Et parce qu'on sait que c'est dangereux, parce que les hommes politiques, regardez Nicolas Sarkozy au départ, qui au fond de lui-même, il est plutôt favorable au mariage homosexuel, parce qu'il l'a dit plusieurs fois en privé. Il pense que la société française doit évoluer, mais là, ça contredit son intérêt électoral, donc on l'a vu hier, on a un virage à 360, on a un tête à queue, et là finalement, il s'aperçoit que son électorat direct, le cœur de son électorat n'est pas favorable, donc on va envelopper ça. Même chose pour l'immigration, puisqu'on parle beaucoup de Nicolas Sarkozy ces jours-ci, puisque surtout, même chose pour l'immigration. Nicolas Sarkozy a été l'un des premiers, moi c'est un sujet qui m'intéresse, parce que j'ai écrit aussi un livre là-dessus avec Bernard Stasi il y a 4 ans. C'est un sujet sur lequel il a été l'un des premiers à dire l'immigration est une chance pour la France. Il l'a dit plusieurs fois, il n'est absolument pas raciste, ni xénophobe. Pardon ? Ah pardon, j'ai cru que... il n'est absolument pas raciste ni xénophobe. Mais l'immigration étant, le discours vaguement anti-immigré étant son fonds de commerce électoral, il va se replier sur ce discours très conservateur, et du coup, il ne va pas faire évoluer le débat, parce que si quelqu'un peut faire évoluer le débat sur cette question, c'est justement des personnalités de la droite conservatrice, c'est pas déjà des gens de gauche ou des gens progressistes dont on connaît les positions, qui vont pouvoir faire évoluer le débat de société là-dessus. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le Furet Mulhousien, ouais.